Merci de nous rejoindre pour l'entretien de dimanche, c'est politique que nous vous proposons depuis le studio François-Xavier en Lime. Mesdames et messieurs, vous le savez, vous l'avez d'ailleurs vu cette semaine, Patrice Talon s'est fait on ne peut plus clair sur les raisons qui l'ont motivé, on va le dire, à financer l'audit du fichier électoral. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites, à lancer Patrice Talon devant le comité de pilotage de cet audit. Avant de se faire clair, il ne faut pas que cet audit soit un prétexte pour relancer des contestations politiques. Le chef de l'État l'a martelé lundi dernier lors de ses échanges avec le comité de pilotage. Le président justement de ce comité, Jean-Baptiste Elias, a rassuré à son tour qu'il s'agissait d'un travail technique et scientifique qui n'a absolument rien à voir avec les connotations politiques. Et là, je l'ai cité. Et depuis cette séance du lundi dernier, des interrogations fusent au sein de l'opinion. Par exemple, comment ce comité mis en place par le cadre de concertation de l'opposition, dont le parti Les Démocrates, comment ce comité peut-il réclamer ou clamer sa neutralité alors qu'il a été mis en place par l'opposition? Que compte faire maintenant ce cadre de contestation de l'opposition qui fait feu de tout bois pour la relecture du code électoral? Nous allons porter justement ces interrogations ce matin à la lecture du secrétaire général du principal parti de l'opposition. Il s'agit de Kama Wassangari du parti Les Démocrates. L'une des formations, comme je le disais, a procédé à l'installation de ce cas de concertation de l'opposition. Monsieur Wassangari, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour faire le tour de l'actualité concernant cet audit que le comité de pilotage veut faire et également l'actualité au sein de votre formation politique. C'est toujours un plaisir d'être dans vos murs. Alors, on va commencer. On a compris désormais avec justement les sorties de Jean-Baptiste Elias que le travail que compte faire le comité de pilotage, eh bien, c'est d'auditer le fichier électoral. C'est bien cela, Monsieur Kamawa-Sangé. Alors, voici l'autre question. L'outil technique avec lequel les élections seront organisées, c'est bien la liste électorale. Pourquoi faire l'audit du fichier électoral? Merci beaucoup. Vous devez comprendre d'abord que il faut aller voir le code électoral, les définitions, les principes et autres, avant même qu'on ne rentre dans les différents articles et titres du code électoral. Vous allez voir que le législateur a parlé d'abord du fichier électoral national. Oui, le législateur, justement, je voyais venir cela, définit le fichier électoral comme étant la banque de données informatiques où sont conservées les informations électorales, nominatives, personnelles et les informations électorales, c'est donc c'est une grande, c'est une banque. Effectivement, qui regroupe en principe tous les citoyens qui sont en principe en âge de voter après le recensement de certaines vocations. Après le RAVIP. Avec le RAVIP. C'est pour dire que quand on faisait le RAVIP, quand la loi sur le RAVIP a été votée, il n'avait pas une vocation électorale. C'était l'état civil seul qui était concerné. C'est à la lueur de la révision du code électoral en 2019 qu'ils ont appelé le RAVIP à la ligne pour pouvoir extraire la liste électorale informatisée. C'est pour dire ce qui a posé un problème au niveau des élections de 2023. Et si vous vous souvenez bien, avant les élections de 2023, l'opposition avait également demandé un audit de la liste électorale. C'était le Cyril Goubedis, monsieur, bien sûr, c'était le gestionnaire mandataire. Oui, un travail sommaire a été fait, mais à un moment, on s'est rendu compte que si on voulait aller loin, les élections de 2023 pouvaient poser problème. Donc, la société civile également était représentée, et bizarrement, le président Jean-Baptiste Elias faisait partie également de ce comité qui a travaillé avant les élections de 2023. Mais lorsque nous sommes allés aux élections de janvier 2023, on a rencontré trop de problèmes. Problèmes que le chef de l'État même a reconnu. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des citoyens qui inscrits, par exemple, dans une commune comme ça, qui ont voté à Tchaoussan, par exemple, qui se sont retrouvés à Péré. On a eu des cas même des personnes qui vivent à Zé
et dont les deux sont sortis à Abomey. Donc, il y avait un problème. Mais nous sommes allés aux élections. Tout ce qui s'est passé, on a pris bonne note, mais il fallait quand même faire des corrections avant les prochaines élections. Et c'est pourquoi nous avons compris qu'il faut commencer tout, parce que les problèmes qu'il y a dedans sont énormes. Et si vous vous souvenez, avant 2023, même le président du groupe parlementaire BR, Hassan Serou, a fait une déclaration choc où il a condamné le travail qui se faisait. Donc, il fallait très Bon, il a dénoncé, enfin, pas dénoncé, il a révélé une situation précise. C'est le mot que vous avez touché, l'ANIP. Que l'ANIP, justement, je pense, a pris en compte. Oui, donc, tout n'avait pas pu être réglé. D'accord. Mais il faut forcément, pour les élections générales de 2026, ou pour la première fois au Bénin, nous organisons les élections législatives ou les élections communales, il faut que très tôt, qu'on puisse voir ce qui n'a pas pu marcher, ce qui est possible de corriger et le faire. Parce que c'est vrai, vous allez peut-être parler du communiqué de l'année qui doit pouvoir présenter 60 jours avant les prochaines. On va revenir sur cet élément. Mais c'est pour vous dire que un audit doit être fait du fichier électoral pour permettre pas seulement à l'opposition, mais à tout le peuple béninois de voir les impacts qu'il y a là et de très tôt prendre la disposition pour les corriger. Ce que vous venez de soulever, mais M. Ouassangari, la liste sera extraite de ce fichier-là. Est-ce que ce serait pas plus judicieux, si c'est que vous tenez à l'audit, de le faire simplement l'audit de la liste? Parce qu'on a comme l'impression que vous voulez faire quelque chose qui sera au finish complètement désuet, parce que c'est pas le fichier qu'on veut utiliser, sauf erreur de ma part. La liste électorale, c'est pas le fichier qu'on veut utiliser, c'est la liste. La liste électorale. Pourquoi auditer autre chose que la liste? Non, pourquoi ne pas attendre, comme vous l'a suggéré, ou voulons suggérer les partis de la majorité, ne pas attendre la liste elle-même pour l'auditer? Là, on serait... Comme vous l'avez dit au niveau du fichier électoral, c'est une information qui ça contient des éléments électoraux. Oui, je viens. Oui, vous allez y arriver, mais la dénonciation de l'honorable Assebou à laquelle vous venez de faire allusion, eh ben, elle serait utile sur la liste, parce que c'est sur la liste qui renseigne sur les bureaux de vote. Oui, j'en viens. Non, ok, d'accord, vous avez dit que le fichier contient les informations électorales. Oui. Ce qui veut dire que quand vous prenez le fichier électoral en premier, tout ce qui concerne les élections, les informations dont vous voulez, tout est contenu dedans dans cette banque. Et vous allez voir, c'est pourquoi au niveau de l'ANIP même, quand comme je ne sais pas la liste électorale, il faut qu'elle soit en première position. Elle soit une liste provisoire. Oui. Là, qui tient compte des postes de vote. C'est-à-dire, ce sont les informations qui tiennent compte des postes de vote, ainsi de suite. Ça veut dire que le travail, déjà, la liste électorale provisoire, là, elle est extraite d'abord déjà de cette banque. Oui. Va tenir compte de ceux qui seront en âge de voter. Et c'est sur cette banque de données que le premier travail va être fait. Parce que justement, si vous vous souvenez bien, la liste électorale de 2023, pour la finaliser, la LIP a dû faire recours à la LEPI, qui était caduque. Il y a eu les informations de la LEPI et du gravé qu'on a dû mettre ensemble pour pouvoir nous extraire la liste 2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai un trou de mémoire, mais je vous laisse continuer. Non, justement, c'est pour vous dire que d'ailleurs, c'est ça qui a créé beaucoup de problèmes parce que moi, le ravi se faisait. Je prends un exemple simple, je prends mon cas. Moi, j'ai fait le ravi, par exemple, à Calavi. C'est parce que j'ai l'habitude de voter dans une circonscription et qu'il y a eu cloisonnement des informations de la LEPI et d'ailleurs que mon nom s'est retrouvé là où j'avais l'habitude de voter. Par contre, il y a des gens qui ont fait qui n'étaient pas, parce que tu pouvais faire le ravi partout où tu te trouvais dans le territoire national. Mais ils n'avaient pas des informations, il fallait cocher ton lieu de vote. Ce qui fait que, quand la n'est pas voulu sortir, les gens se sont retrouvés dans une commune et le nom est sorti ailleurs. Mais qu'on n'a pas pu corriger. Et si il a un article, ça aurait été pu rectifier si l'audit participatif, le citoyen en question, le lecteur de ce jour-là, était sorti pour vérifier ces informations. La loi donne d'habitude 15 jours. Et en plus, prenez l'article 122 du Code électoral, le dernier alinéa. Dans l'article 2, il est dit clairement qu'on peut faire, si vous voulez faire les transferts et autres, vous pouvez les faire de façon permanente en 2 élections générales. Ça veut dire qu'en principe, même si vous finissez, on a fini l'élection, parce qu'on ne le veuille pas, le code électoral de 2033 a commencé, ses effets ont commencé à partir de 2023. C'est-à-dire, au lendemain de ces élections, on a la possibilité de faire les corrections qui peuvent se faire jusqu'à
jusqu'aux prochaines élections. Et d'ailleurs, si le chef d'État a accepté à accompagner, c'est parce qu'il a compris la nécessité et l'urgence de faire cet audit-là. C'est pourquoi il n'a pas, pour cette fois-ci, suivi les forces politiques qui le soutiennent. Et je pense que les forces politiques... Bon, lui, le chef de l'État, on a reçu justement sa majorité. Lui, le chef de l'État... Non, vous savez... D'accord, chef de la majorité, mais d'abord chef de l'État. Hein. Donc, il doit écouter toutes les voix au sein de l'opinion, normalement. Oui, justement, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on a l'opposition à demander des choses qu'il n'a pas fait. Mais aujourd'hui, pour cette fois-ci, il a compris, comme il a même dit que quand on est en fin de mandat, on a tendance à vouloir bien faire les choses. Il a compris que, pour tendant vers la fin de son mandat, il faut sortir par la grande porte comme lui-même l'a souhaité. Et pour sortir par la grande porte, c'est de tout faire pour que les élections ne soient pas, que les élections soient transparentes. Et la transparence passe d'abord par l'audit du fichier électoral qui va nous permettre, in fine, d'avoir une liste électorale transparente si tout est fait dans les règles de l'art. Alors, vous êtes convaincu que l'audit du fichier électoral est utile? Si vous faites déjà l'audit du fichier électoral, que vous êtes convaincu que tout est bon et parfait, vous êtes sûr que vous n'aurez pas à redire sur la liste électorale? Non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'audit qui se fait maintenant va beaucoup aider l'audit participatif qui se fera après. Ça va beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'impairs qui vont être relevés, parce que nous sommes tous conscients. Vous êtes synthé, vous n'avez même pas encore commencé. Non, avec les problèmes, vous savez, avec ce qu'on a constaté en 2023, tout le monde sait qu'il y a des problèmes. Et l'audit va pouvoir permettre de les ressortir et ça va aider l'ANIP à les corriger avant que l'audit participatif ne soit lancé. Vous allez voir que l'audit participatif va être plus fluide après le travail qui se fait. Non, mais comment il sera fluide si c'est le citoyen lui-même qui va vérifier ces informations? S'il ne sort pas, il n'y aura aucune fluidité. Vous savez, et c'est sur ça qu'on attend justement les partis politiques, pas que les démocrates, mais tous les partis politiques en général, sensibilisés pour que le citoyen si vous vous souvenez, en 2023, nous avons fait des descentes et des communiqués et des rencontres. Toujours pas suffisant. Parce que le chef de l'État a dit à vos délégués lors de cette rencontre en 2023, le gros problème, ce sont les décès que nous ne déclarons pas. Les décès, c'est des problèmes. Tout le monde le sait. Justement. Mais en plus des décès, il y a plusieurs qui ont fait le RAVIP. Le RAVIP qui n'était pas un outil pour aller aux élections et qui se sont retrouvés ailleurs au lieu de là où ils doivent pouvoir voter. Et qu'on n'a pas pu corriger jusqu'à la date aujourd'hui. Donc, l'audit va permettre pourquoi les gens sont réticents à tous les audits? Dites-nous. Non, je ne comprends pas. On a juste dit que la liste n'est pas encore disponible pour être éditée. La liste est toujours disponible. Parce que la liste, c'est une base informatique. C'est des codes. Non. La liste, elle est différente de l'audit. Non, des codes. Non, en fait, quand on vient embrouiller, non, je ne parle pas de vous. Je parle de ceux qui parlent. Oui, mais il y a encore... Il n'y a aucune entourloupe là-dedans. Non, la liste, elle est différente. Parce que même le moment venu, quand la liste électorale informatisée provisoire va être extraite et que les corrections vont être apportées sur un délai de 15 jours, qui est largement insuffisant, vous avez des codes seulement pour pouvoir les extraire. C'est pas un truc sorcier en informatique. Ça veut dire à tout moment, on peut extraire les informations de temps à venir pour faire le travail. Peut-être la question que je n'ai pas posée, c'est la différence entre ce que vous voulez faire et cette audit participatif dont on parle. Rectification, c'est pas nous qui voulons faire. C'est enfin, le peuple qui le fait. Le comité de pilotage. Le comité de pilotage qui a été soutenu par le gouvernement. C'est-à-dire ce n'est plus une affaire de l'opposition, c'est une affaire de l'État. Et ce qui se fera va concerner tous les citoyens du Bénin. D'accord. On ne dira pas qu'il faut identifier les soutiens des opposants pour corriger. Non, c'est pas ce qui va se faire. Ça va concerner tous les citoyens. Donc, ce n'est plus, ça a déjà quitté le domaine de l'opposition, c'est aller maintenant sur le plan national. On faisait allusion tout à l'heure à cette déclaration du chef de l'État, que je te dis ne sera pas un prétexte pour revenir sur les contestations politiques. Comment ce comité peut-il réclamer neutralité quand on sait que c'est justement le cas de concertation qu'il a mis en place, M. Ouassangara? Vous savez, la Sénat, quand on voit la composition de la Sénat, il y a la majorité, la minorité, le chef de file de l'opposition, si mes souvenirs sont bons. Hein, c'est des politiques qui l'ont mis. Mais on dit à partir du moment où vous avez été élu, vous ne représentez plus
ceux qui vous ont nommé. Mhm. Et la particularité de ce comité de pilotage, vous allez voir que c'est conçu à plus de 90% de la société civile, des syndicats, des institutions qui interviennent dans la bonne gouvernance. Et l'opposition, toute l'opposition n'a qu'un seul représentant. Il y a un représentant qui est également pour la majorité, même s'ils n'ont pas encore des étudiants. Et à la tête de ce comité de pilotage, ce n'est même pas le représentant de la force politique de l'opposition qui est là, mais c'est quelqu'un, un citoyen qui a déjà donné les preuves dans le domaine de l'audit électoral. Je veux parler du doyen Jean-Baptiste Elias, qui est à sa tête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'opposition ni aucune force politique n'a la même mise sur le travail que fera le comité de pilotage. Et ils l'ont reconnu. Et ils sont là pour faire un travail technique. Et je pense qu'on doit pouvoir leur faire confiance. De toute façon, nous on a fini en grande partie ce qu'on devait faire parce que nous voulons des élections transparentes. Et parce que nous voulons des élections transparentes, on a posé le point de l'audit du fichier électoral qui a été accepté par le chef d'État. Mais pour la mise en œuvre de l'audit, on s'est mis à l'écart pour permettre à des citoyens qu'on peut traiter de neutres de pouvoir faire le travail. Pourquoi on ne donne pas une connotation politique au travail? Sinon, le Parti des démocrates pouvait dire, parce que c'est le parti qui a obtenu cet audit, pouvait dire, je mets mes cadres, ils vont faire le travail. Mais c'est ça qu'on ne voulait pas, parce que nous disons que nous avons fait une demande qui doit pouvoir impacter tous les citoyens du Bénin et non les soutiens du Parti des démocrates. Donc, vous êtes convaincu qu'il sera complètement impartial. On ne le dénie pas, la capacité d'avoir de la hauteur. Mais moi, je me dois de poser la question qu'il n'y aura pas de peut-être de mainmise, peut-être des chuchotements à l'oreille, etc. Vous visez la crédibilité, la transparence, allez dire. Moi, je peux leur faire confiance. Moi, je peux leur vu leur parcours. Parce que nous avons, au niveau du Parti des démocrates, c'est dans plusieurs sujets que nous essayons d'avoir l'unanimité, autant les forces politiques que les citoyens. Il y a des sujets sur lesquels on a voulu discuter, solliciter, mais ils se sont rétractés parce qu'ils nous disent que pour ces sujets, le chef d'État n'a pas donné son quitus. D'autres sujets, ça veut dire, ils ont accepté parce que le chef d'État a accepté d'accompagner. Donc, vous parlez des membres du non, je parle pas des individus personnels, mais des institutions qui les accompagnent, mais sur des sujets sur lesquels on a voulu travailler avec eux, ils se sont dit non. Mais après, depuis le fichier, comme le chef d'État a donné son accord, ils ont accepté, parce que c'est un travail national et qui pourra facilement apporter la transparence dans les élections. Donc, ils sont en train de travailler, pas pour le Parti des démocrates, pas pour les forces politiques de l'opposition, mais pour le parti. Alors, l'autre question qui se pose sur cette question de l'audit, c'est ce qu'on fera, peut-être des résultats ou des conclusions de cet audit-là. D'autant plus que la loi a donné mandat à l'ANIP de gérer le fichier électoral. La loi, je parle de la loi de 2017. Donc, le cadre légal connu, c'est le cadre qui donne mandat à l'ANIP. Mais vous, il n'y a aucun cadre légal, il y a juste des ententes, enfin, la volonté du chef de l'État qui vous a accordé cela. Quelle sera la légalité? Donc, vous souvenez qu'alors, la parole du chef de l'État, le chef de l'État est une institution. Bien sûr. Le chef de l'État est une institution. Absolument. Et si le chef de l'État a engagé les ressources publiques, ça veut dire que déjà l'institution est partie prenante de ce qui va se faire. Et quand le travail va être fait, les conclusions vont être présentées au chef de l'État. Et qui va sûrement ou mettre les conclusions à l'institution qui va poursuivre le travail. Donc, vous dites que, à partir du moment où l'État s'est engagé, je prends le problème les autres problèmes qui va poursuivre ne va plus se poser. Parce qu'aujourd'hui, l'ANIM qui est là, qui doit pouvoir ressortir, va sûrement recevoir du chef de l'État les résultats du travail les résultats qui vont sortir. Et ça va pouvoir les permettre de faire un premier travail avant de faire la liste électorale provisoire en fonction des délais prévus dans le code électoral. D'accord. Dernière question sur l'audit précisément. 160 millions, c'est pour faire quoi? C'est vrai que vous n'êtes pas au cœur du TDR de cet audit-là, mais 160 millions pour faire quoi? Parce qu'on vous a cédé ce que vous avez demandé pour... oui. 160 millions. Non.
Je ne l'invente pas. Non, non, quand vous dites 160 millions, Oui. je fais le point je me demande, Oui. je voulais pas rentrer dans la polémique, mais je me demande, les ministres, ça veut combien le salaire? Non, ça n'a rien à Je voir. vais, non, je vais, Ça n'a vous dire que, absolument rien avec à ce que voir. nous entendons, 160 millions ne reprend pas grand chose. Avec les informations que nous avons. Monsieur Wassangari, Quand je prends aujourd'hui le cas comment on appelle, le léger qu'ils ont eu à faire. ça n'a toujours C'est rien pour à vous dire voir. que les milliards qu'on En fait, entend ma question, là-bas, elle est avec précise. 160 millions là, c'est comme Qu'est-ce si. que vous voulez Non, quand faire vous acheter? criez. Qu'est-ce que vous voulez acheter avec 160 millions, pardon. Ah, c'est millions. Non, Hein. 160 Ah, millions. d'accord. Qu'est-ce que vous voulez acheter avec 160 Non, millions? comme je vous l'ai dit, c'est le budget. Pas plus que tout est connu. La base de données, elle est présente. Est-ce que vous voulez aller acheter d'autres logiciels de vérification? Vous voulez aller acheter Non, d'autres vous savez, comme. en fait, la matière à laquelle vont servir les 160 millions. Non, si vous prenez comme ça, c'est comme si le chef de l'État aussi n'a pas analysé le document et a jeté par les fenêtres. On n'en sait rien. Si le chef de l'État le conseil des ministres qui regroupe plusieurs ministres, des experts qui ont vu le document, ont accordé. Ce qui est sûr, vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. Même s'ils ne font aucune vérification, vous rendrez compte. Il faut que vous corrigiez. C'est pas nous qui rendons compte. Non, bon. Nous avons entendu ici que le chef d'État a donné 160 millions à l'opposition. Le chef de l'État n'a pas donné 160 millions à l'opposition. Les 160 millions n'iront pas dans les caisses du Parti des démocrates. Les 160 millions n'iront pas dans les caisses des forces politiques de l'opposition. Mais c'est le comité de pilotage qui va utiliser ces 160 millions. Et j'ai bien écouté le président de ce comité qui a dit que qu'ils vont recruter un comptable national. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne vont même pas forcément, c'est seulement un agent assermenté qui va manipuler. Monsieur Jean-Baptiste Elias a dit même que lui travaille gratuitement. Lui-même. Donc, oui. Mais c'est pour te dire on enlève son salaire à lui. Bon, ça c'est. Même le comptable qui va être un comptable assermenté, qui est obligé de bien faire et qui va rendre compte chaque fois que même les différentes procédures à lancer, ça va se faire suivant le code des marchés publics. Et ce que j'ai compris dans les propos de Jean-Baptiste, c'est qu'il y a des experts qui vont recruter et qui seront même payés en fonction du nombre de jours qu'ils vont travailler. Lui, il se retire. Il y a les locaux où le comité pilotage va rester. Sûrement, le local, il y a le matériel informatique. Bon, je ne suis pas un expert en audit du fichier électoral, mais si des personnes qui ont l'habitude de le faire, parce que quand vous prenez le parcours de Jean-Baptiste Elias, dans plusieurs pays, il a participé à l'audit du fichier électoral. Je pense qu'il sait de quoi, ils savent ce qu'ils font. D'accord. Ben, on espère qu'on ne reviendra pas sur l'embrouille de 2023. On a dit que c'est plus un audit qu'on a fait, machin, on s'est retrouvé. C'est pourquoi on a commencé plus tôt pour pouvoir vraiment régler les problèmes. Même si les gens c'est déjà freiné, il vaut mieux quand même aller pour pouvoir faciliter la tâche à tout un chacun. Alors, on revient à votre parti politique. Alors, Patrice Talon, ça fait clair. Le dit ne sera pas un prétexte pour revenir sur les contestations. Et quand on sait que vous faites feu de tout bois pour la relecture du code électoral, alors avec cette déclaration, que comptez-vous faire? Parce que c'est clairement dit, il montre son désaccord pour la relecture du code électoral. Alors, vous comptez faire quoi? Vous savez, au niveau du Parti des démocrates, M. Wassangari. Le président Talon est le chef de la majorité présidentielle. Il ne dira pas nous, force de l'opposition, ce qu'on a à faire. Non. Notre timing, c'est pas à lui de nous le donner. Les problèmes qu'on a évoqués depuis, qu'on a toujours évoqués, on va toujours les évoquer. On va continuer. Les problèmes qu'on a évoqués pour permettre d'avoir des élections lisses transparentes et équilibrées, on va toujours les évoquer. Donc, quand il dit que ça ne serait pas une raison pour réveiller les contestants, est-ce que les contestants électoraux, c'était des atouts? Parce que si je me souviens bien, à chacune des sorties au moment de mon parti, il y a des points sur lesquels nous revenons toujours. Et nous demandons pas, même sur le code électoral, nous demandons une relecture du code électoral parce que justement, ils sont conscients qu'il y a des points qui ne favorisent pas l'équilibre au sein de toutes les formations politiques. Mais quand vous dites ça, est-ce que c'est vrai, M. Wassangari? Je vous donne un exemple simple.
Je vous donne un exemple simple. Les dernières élections les dernières élections législatives, pour aller, on avait demandé pour aller au partage d'essai, il faut bénéficier de 10%. 10%, on a dit. Pour les 10%, on a eu 3 formations politiques, UPR, BR et LD. Maintenant, on vous dit pour avoir des élus, il faut avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Pour 10%, sur le plan national seulement, on a eu 3 formations politiques. Maintenant, dans ce code, on dit il faut d'abord avoir 10%. Maintenant, il faut avoir 20% dans chacune des circonscriptions législatives. On permet, on dit que si vous avez un accord de législature, si vous n'avez pas besoin d'avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales, si vous avez déjà 10%, vous pouvez sommer vos voix dans votre circonscription pour pouvoir sortir. C'est déjà une injustice. Parce que déjà, l'injustice, c'est que pour 10%, on a déjà 3. Ça veut dire que ça ne donne même pas la possibilité d'avoir des accords législatifs, au moins 2 accords législatifs. Vous n'êtes pas les seuls partis de l'opposition qui soient enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur, monsieur. Non, de toute façon, avant pour avancer, oui, on parle des résultats actuels. Les résultats actuels, c'est les résultats des législatives de 2023. Oui, parce que il n'y avait pas encore les 20% exigés. Il y avait 10%. Oui, il y avait 10%. Il n'a pas 10%. Et 10% n'a pas pu avoir plus de 3 formations politiques. D'accord. Mais il y a d'autres formations politiques. Si vous travaillez sur le terrain. Nous travaillons, pas forcément pour seulement le Parti des démocrates, mais pour le peuple béninois. Bon, les autres partis aussi sont béninois, monsieur. Je vous ai dit. Quand vous faites de cette ségrégation. Justement, c'est pour éviter des problèmes demain que vous avez dit 10%, vous avez 3, et vous amenez à 20%. Est-ce que vous continuez dans vos revendications de relecture du code électoral ou vous passez maintenant à autre chose de façon définitive, d'autant plus que nous sommes à quelques mois maintenant des dépôts des candidatures pour ces élections-là? Nous allons poursuivre sur tous les points qui vont permettre au peuple béninois de bénéficier des élections libres, transparentes. À quel moment alors vous commencez pas à parler? C'est comme si c'est ça seul que nous faisons. Ça c'est à quoi si ça n'a pas d'écho? C'est vous qui pensez que ça n'a pas d'écho. Juste là, ça n'a pas d'écho. On ne pense pas, c'est factuel. Non, c'est vous qui pensez que ça n'a pas d'écho. Nous, on sait l'impact. Nous, on n'a pas le devoir. Nous, en tant que médias, on ne pense pas. Justement, laissez-nous penser, avec les faits. Laissez-nous penser. Jusque là, ça n'a pas d'écho. Non, c'est ce que vous pensez. Jusque là, le code est toujours en vigueur. Normal. Mais le code, on a encore suffisamment le temps pour pouvoir changer le code. Là, maintenant. Oui, exactement. D'accord. On a 6 mois. Laissez le délai que le code nous offre, jusqu'à que ce délai pour voir si le code va changer. Donc, vous allez le faire jusqu'à épuisement du délai légal. Non, peut-être qu'on ne va pas atteindre à ce moment avant que le code ne soit changé. Vous avez déjà introduit alors une proposition de relecture. Vous savez que la proposition de relecture peut venir aujourd'hui et dans une semaine, 2 semaines, ça va être voté. Le Parlement a son processus, donc. Justement, avant le problème. On a même vu des lois qui sont venues en pleine séance, en projet d'urgence, et en même temps, c'est envoyé à la commission des lois. Vous avez introduit une proposition de relecture déjà. Non, vous savez, avant d'introduire une proposition de relecture, il y a des attaches que nous faisons, des contacts que nous prenons, un travail de terrain. Ça fait 1 an que le code est venu voter. Et justement. Dans quelques jours, le 5 précisément, ça fera 1 an. Exactement. Vous êtes toujours dans les tractations pour pouvoir. Les tractations vont continuer jusqu'au jour même après les élections. Monsieur Sangari. Être dans une formation politique, oui. Vous êtes tout le temps dans les tractations. Pour relire un code qui va servir aux élections qui viennent. On est encore dans le délai. Dans quelques mois. On est encore dans le délai. D'accord. Ou bien nous ne sommes plus dans le délai. Vous êtes toujours dans le délai. Donc, laissez-nous avancer. Absolument. Allez, il y a aussi sur votre liste de revendications des assises nationales qu'on a notées. Nous venons de commémorer le 35e anniversaire de la conférence nationale de février 90. Ma question, elle est celle-ci. Avons-nous échoué pour que vous redemandiez d'autres assises, M. Sangari, au Parti des démocrates? Le Bénin a beaucoup régressé, surtout de 2016 à 2026. Pour la première fois, depuis 1990, nous avons vu des militaires tirer à balles réelles sur des citoyens, ce qu'on n'avait jamais vu depuis 1990. Si je dois même me rappeler de ce qui s'est passé lorsqu'on voulait présenter une convocation au ministre Azadaï, on a vu ce qui s'est passé dans Cotonou. On a vu cela, mais on n'a pas vu des militaires tirer à balles réelles. C'est-à-dire, l'armée ou la police pouvait trouver le mécanisme pour éviter qu'on tire à balles réelles. On a connu ce qu'on a, depuis 1990, on n'en a pas connu.
on a vu plein de citoyens qui sont aujourd'hui en prison ou en exil. Et surtout, quand vous ne tenez pas le même langage que le pouvoir en place. Ou bien parce qu'une femme, parce qu'une femme, 2016 à aujourd'hui. De 2016, parce qu'une femme. Ça, c'est 2016 à aujourd'hui. Je parle de 2016, Ah. parce qu'une femme. D'accord. Parce qu'une femme. Peut-être que laissez-moi terminer. Non, parce qu'une femme a voulu briguer la majorité suprême. Elle se retrouve, elle prend 20 ans. On n'a jamais entendu dans les réquisitoires du procureur qu'il s'agissait d'une question de mon candidature. On est je vous conseille si vous avez que de votre position, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, mais je le dis. Et c'est la cause est frappante. Joël Aïvo, Yekia Madogo, qui sont aujourd'hui en prison parce qu'ils ont voulu être candidats. Et c'est parce qu'ils ont compris qu'il faut les faire sortir du système. Mais heureusement que les gens ne croisent pas les bras. Et je pense que nous sommes pratiquement au bout du tunnel. En mai 2026, une nouvelle page va être tournée. Et je pense que les fondamentaux de la conférence nationale, parce que quand vous suivez même ceux qui étaient à cette conférence, les propos, le sentiment qu'ils ont, c'est que beaucoup de fondamentaux sont mis de côté. Il faut vraiment que les fondamentaux reprennent pour que la sécurité, la liberté d'expression qu'on avait, pour que ça puisse continuer. Parce que c'est ça le Bénin. Parce qu'au moins hier, quand on parlait du Bénin, on pouvait dire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, il suffit même que tu regardes mal quelqu'un, on va dire que ils ont un moyen pour des expressions, on vient te prendre. Monsieur Wassangari, c'est pas la première fois que vous venez parler sur une télé. Plusieurs fois. Qui vous a pris déjà? Non, je ne sais pas, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Maintenant, il y a des choses que je pouvais dire peut-être avant 2018, que je ne dis plus après 2018. Il y a des choses que je disais avant 2018. Qui vous a obligé à ne pas le dire? Ce qui m'a obligé à le dire, c'est des gens qui ont tenu ces mêmes propos que j'ai peut-être tenu avant 2018, qui sont en prison, qui ont été arrêtés. Nous avons connu beaucoup de nos frères qui ont fait la prison pour de simples mots envoyés au truc là. Dans ce Bénin. Dans ce Bénin. Et c'est à foison les jeunes, à foison. D'accord. Donc aujourd'hui, nous essayons quand même de savoir quoi dire. Et ils savent que la peur qui avait peut-être, les voix commencent par élever parce que nous sommes à la fin du mandat et ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Il y a des gens qui vont continuer le travail. Mais une chose est sûre et c'est certain, c'est que le Bénin va redorer son blason après mai 2026. Vous parlez de quelqu'un qui aurait voulu être candidat et qui a été emprisonné, ce qui n'est complètement pas ce que le peuple béninois a vu. Peut-être que vous avez d'autres informations à votre niveau que les citoyens n'ont certainement pas. Ce que les citoyens ont vu, c'est qu'on a parlé de blanchiment de capitaux, etc., qui, au vu de la LGD, c'est ce dont ce sont ces informations. Blanchiment de capitaux, on n'a même pas vu un franc. Je n'ai pas encore vu là. Je vais encore poser blanchiment de capitaux, on n'a même pas vu un franc. Alors, quand on parle de blanchiment de capitaux, qui est une infraction au vu de nos tests en vigueur, et qu'on veut, dans la démocratie, l'état de droit, vous en voulez à cette personne qui veut faire du Bénin un état de droit. Est-ce cela, monsieur Wassangari? Non, justement, c'est que non, soyons un truc là. On peut trouver des chefs d'accusation. Ils sont déjà condamnés. Ils n'ont pas fait appel. On peut trouver des chefs d'accusation quand on veut, comme on le dit, qui veut tuer son chien, il accuse de rage. C'est de votre droit d'avoir vos interprétations. Mais ce que je sais, même le blanchiment de capitaux, j'ai pas eu, le citoyen n'a pas vu vraiment là où le blanchiment des capitaux dont il parle. Ce qu'on sait, je voulais pas en parler. Parce que moi, justement, moi, je parle dans le cœur du procès. Non, je ne voulais pas en parler. Par exemple, le dernier procès qui a eu. Puisque de la conférence, on parle de démocratie et état de droit. L'implication de l'état de droit, n'est-ce pas, de faire respecter les institutions, monsieur? Oui. Ce que vous semblez remettre en cause. Finalement, c'est quelle démocratie vous voulez? Non, si c'est juste, si les chefs sont justes. Selon moi. Vous êtes juge? Selon moi. Oui. Parce que vous dites que vous êtes factueux, vous avez les faits. Oui, les faits. Les faits qui ont été présentés, je n'ai pas vu trace le blanchiment des capitaux. Il n'y a pas eu trace de tout ce qu'on a reproché au Togo. Parce que justement,
Quand vous avez écouté le chef d'État qui disait que la dame, je parle le cas de Rekia, qu'elle avait des valises d'argent. J'ai pensé qu'on devait nous sortir au moins 1,5 milliard pour dire que c'est sorti des caisses, mais on n'a pas vu. Au contraire, il a été dit, et c'est sur la base de ce qui a été dit, que les condamnations sont venues. Mais c'est déjà, la condamnation est déjà faite. Et je pense que la suite, il y a beaucoup de choses qui vont se découvrir. Parce que quand vous faites le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est que au Bénin, ça risque d'être pire que ce que nous observons là-bas. Bon, nous, on n'est pas au Sénégal. Je parle de l'après 2026. On est encore en 2025 Exactement. et les candidats se préparent. Alors, moi, la question, je vous la repose puisque vous n'avez pas réellement répondu à la question. Je vous demande si c'est pas définitivement la mise en œuvre justement de l'état de droit et de la justice qui soit à l'origine de vos revendications, monsieur. Exactement. C'est la mise en œuvre de l'état de droit. Donc, vous revendiquez quoi? Oui, justement, vous faites, c'est que ce qui se fait, c'est pas de l'état de droit. Ah, c'est quoi? Ce que le gouvernement l'a fait. Moi, je vous pose la question, le gouvernement n'est pas juge. Vous savez, ici, on a la chance dans ce Bénin, un juge de la Criette a dénoncé les impairs qui se passent à la Criette, qui a dit que les condamnations viennent de la chancellerie. C'est un juge, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un juge qui l'a dit. Vous voulez quoi encore? Un juge, ce juge de la Criette. Un juge. Je parle du juge de Batamoussi. Bien évidemment, non. Le juge de Batamoussi qui l'a dit. D'accord. Donc, un juge qui a parlé de ce qui se passe de fumant au niveau de la Criette. D'accord, oui. En tant que je prends note. Oui, Et je fais que, par exemple, ce juge, c'est un dossier qui concerne madame qui a été candidate du Parti Les Démocrates. Donc, aujourd'hui, avec les propos de ce juge, je considère que ces personnes-là voulaient être candidates, telle est là où elle se trouve aujourd'hui. Donc, je vous dis qu'on peut faire foi au moins aux paroles de ce juge. D'accord. Ne me parlez pas de nombre. C'est un juge et c'est pas un enfant. Et il sait à quel moment il a parlé. Et il savait lui-même parce qu'il a dû quitter, parce qu'il savait que s'il restait, peut-être c'est autre chose qui allait lui arriver. D'accord. Alors, vous faites, au Parti Les Démocrates, quelle est votre compréhension de l'état de droit et de la justice? L'état de droit et de la justice, c'est un état où nous pensons que chaque citoyen doit pouvoir s'exprimer librement sur tous les sujets qui engagent la vie politique. Où chaque citoyen doit pouvoir répondre de ses actes quand c'est vraiment justifié. Hein, répondre de ses actes. Justifié. Oui, justifié. Il n'y a pas de, il répond de tous ses actes, justifié ou pas, c'est la justice qui non, sera, mais il répond de tous ses actes. Quand on dit justifié, ça veut dire que la personne peut être présentée. Si c'est pas justifié, la justice libère la personne. Mais ici, c'est la chancellerie qui envoie des informations au juge. Ça, vous l'avez déjà dit, je vous demande. Justement, c'est pour te dire, c'est ça, on ne veut plus voir. Votre perception de l'état de droit. Donc, vous avez dit, c'est la liberté d'expression. Ça fait parmi les points importants en tout ce qui concerne un état de droit, c'est le respect des institutions, le respect de la justice. C'est que tout citoyen là où se trouve, jusqu'à même être sûr que quel que soit le point qui va lui arriver, il va connaître équitablement si les problèmes arrivent de la justice, que la santé qui va être donnée serait en fonction des impairs ou bien s'il a raison ou pas. Mais pas fonctionnant parce que on aurait donné des instructions à un juge pour dire condamner ou ne pas condamner. Alors, respect des institutions. Vous respectez les institutions au Parti Les Démocrates, monsieur Ouassangari? C'est parce que nous respectons les institutions que nous avons créé le Parti Les Démocrates. Et quand vous dites que les institutions sont aux autres, là, c'est déjà un respect des institutions, monsieur Ouassangari? C'est comme si parce que quand vous remettez en cause absolument tout, non, nous ne remettons pas. C'est respecter les institutions. Nous ne remettons pas en cause absolument tout. D'accord. Nous parlons quand c'est pas bon. Quand il y a Qui juge de bon ou mauvais? C'est comme si vous donniez aux citoyens béninois de parler quand ça concerne l'exécutif. Non, moi je pose des questions. Non, mais en tant que citoyen béninois, laissez-moi la nature de pouvoir dire ma perception des choses. Jusqu'à remettre en cause ce sur quoi au moins c'est entendu. On a remis quoi en cause? Et de célébrer les acquis. Non, quelle remise en cause? La mise en place des institutions. Quelle remise en cause? Quelle remise en cause? Au contraire, nous avons connu des institutions aujourd'hui qui n'ont pas tenu compte du consensus à valeur constitutionnelle qu'on a connu depuis 90. Par exemple, la Cour constitutionnelle, ainsi de les différentes institutions, la RAC, tout ça là. Mais pourtant, le Parti des démocrates travaille pour faire changer les choses en 2026. D'accord. Alors, la question qui nous a amené dans ce débat, la question précisément,
C'est pourquoi de nouvelles assises telles que vous les revendiquez et que jusque-là, vous n'avez pas encore réellement gain de cause. Vous savez, euh, même en famille, quand des enfants ou bien des parents, certains parents ne s'entendent pas, et le moyen le plus simple pour pouvoir régler les dire, on les fait asseoir et chacun pose, on voit, on retient ce qui peut permettre de renforcer l'unité au sein de cette famille. Aujourd'hui, aller aux assises avec tout ce qu'on a connu permettra quand même de corriger beaucoup de choses. La preuve, en 2019, quand il y a eu, au lendemain des élections législatives, il y a eu un dialogue, qu'on le veuille ou pas, un dialogue bon là, mal là, qui a permis quand même d'apaiser la situation, qui a permis de prendre un nouveau départ. De faire les airs avec ce qu'on a connu, tout ce qu'on a dû condamner, ça va permettre de voir ce qui est base, organiser des élections libres et transparentes. Parce que si je reviens même sur le contenu du code électoral, que nous pensons que ça risque de créer plus de problèmes que ce qu'on a connu en 2019. Nous asseoir, en discuter, va permettre de corriger beaucoup de choses et d'avoir des élections festives en 2026. Discuter de quoi concrètement? De tout. De quoi a-t-on discuté? De quoi a-t-on discuté en 2019 au lendemain? De quoi a-t-on discuté en 2019 pour le dialogue politique organisé par le président Talon? Mais on a eu les effets, on a vu les effets. Donc, c'est sûr que quand ça soit, il y a, vous souhaitez trouver une solution. Mais dialogue auquel vous n'avez pas voulu participer. Quand je dis vous, je parle encore des FCBE à l'école, à l'époque, avant que ça ne devienne aujourd'hui la FCBE. C'est justement à cause de cela, si ma mémoire est toujours bonne, que bon, il y a la FCBE, il y a les démocrates. Non. Donc, vous avez refusé de participer en 2019. Et aujourd'hui, vous voulez pour vous. Non, je crois que la FCBE n'est pas devenue deuxième. Pendant le processus des élections communales, il y a eu problème au sein de FCBE. Et le problème n'a pas commencé avec la participation au dialogue. Nous, on a vu qu'au cœur de la scission, avant qu'il y ait cette partie qui devienne les démocrates aujourd'hui, le problème du dialogue s'est posé parce que Palomba et son équipe ont voulu participer au dialogue et Boni Yahi, qui est votre président, aujourd'hui n'a pas voulu participer. Non, justement, je dis les problèmes. Non, il n'y avait pas que ça. Quand on est loin, on a son idée de ce qui se passe dans la maison. D'accord. Mais le problème de FCBE n'a pas commencé par la participation du dialogue. Les problèmes étaient déjà là avant. Ok. Ça n'a pas été quand le dialogue est venu, après quand les élections communales sont venues. Soit, monsieur Ouassanga. Donc, si vous ne pouvez pas aller dans ce sujet, parce que si on doit aller dans ce sujet, on ne va pas finir. Soit, monsieur Ouassanga, ma question elle est précise. Vous n'avez pas voulu participer au dialogue de 2019 et cela, ça fait sans vous. Aujourd'hui, vous réclamez. C'est tout comme si on a pas l'impression que vous réclamez maintenant pour vous, vu que vous êtes régulièrement constitué, que vous voulez être au cœur de la chose, vous voulez maintenant pour vous. Est-ce qu'on va le faire à votre tête? Vous voyez. C'est ça la question. Est-ce qu'on va le faire à votre tête? C'est l'idée de penser que ce que nous demandons gagne à l'avantage des partis démocrates. Ça qui nous Parce qu'on n'a pas entendu d'autres formations politiques, en tout cas ceux de la majorité réclamer dialogue. Donc comment vous voulez que la majorité qui bénéficie de ce que du cas qui est là demande un dialogue? Pourtant, c'est Patrice Talon, justement, qui a voulu du dialogue. Non, justement, il y a eu des gens, des voix qui se sont levées. Des institutions. Qui l'ont demandé. Des responsables d'institutions qui, justement. Ils ont demandé, il a accédé. Pourquoi vous voulez que les citoyens demandent? Vous savez, parfois, l'étincelle peut venir, la lumière peut venir parfois de là, par où vous ne vous y attendez pas. Et je pense que c'est pas seulement le parti de qui demande qu'on s'asseye. C'est pas aujourd'hui, beaucoup le demandent. Même la conférence épiscopale qui avait demandé en 2019, l'a demandé encore. Donc, je pense que le président qui veut sortir par la grande porte, qui a compris que quand le mandat tend vers sa fin, il faut savoir poser les ailes pour pouvoir sortir par la grande porte, doit pouvoir tenir compte des demandes et trouver le mécanisme. On ne demande pas une conférence nationale bis. On ne demande pas une conférence nationale bis. Mais on demande qu'on s'asseye pour discuter des points qui peuvent être des gouffres demain. Parce qu'il ne faudrait pas que, au lendemain des élections, où lui sortait de parti,
que le pays soit... Et pourquoi vous pensez que ce sera ainsi? Je En fait, pense, ce non, sont non, ces vous savez, genres vous d'intentions pensez, non, non, qui vous, font à certains, qui font que certains vous prêtent des intentions. non, justement, c'est pas parce que on a peur de la mort qu'on va vous dire de dormir. Non, justement pas. C'est pas parce qu'on a peur qu'on va vous dire de dormir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et nous sommes dans la prévention, justement. Prévention de quoi? Si tout Des- est, si parce tout est que ce qui est en le ordre, côté de ce code, si tout est en ordre, monsieur le code actuel oui. n'est pas même, est plus dangereux que le code qui a permis d'aller que l'organisation des élections de 2019. On a vu ce qui s'est passé. Et si ce code est plus dangereux, il vaut mieux tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes dans la prévention. Et apparemment, les gens veulent qu'on se taise, on peut se taire. Parce que quand devant n'est pas bon, il faut pouvoir le dire dès maintenant. Parce que demain, on ne veut pas être complice de ce qui pourrait arriver. Et donc, nous n'allons pas nous arrêter de demander les assises pour trouver ensemble le mécanisme pour avoir des élections libres, transparentes et équitables pour tous. Alors, on va évoluer dans nos échanges. La 9e législature tire progressivement à sa fin, hormis M. Wassangari, le rejet des budgets et la révision de la Constitution, que doivent concrètement retenir les électeurs qui vous ont fait confiance au Parti Les Démocrates et qui vous ont envoyé au Parlement? Que doivent-ils retenir de votre participation à cette 9e législature? Vous savez, au niveau de... vous avez dit, hormis les rejets des budgets Oui. et de la Constitution que doit retenir. Nous avons, depuis 2023, les Béninois ont commencé par connaître un peu leur Parlement. Parce que le Parlement monocolore qu'on a vu, personne ne savait ce qui était dedans. Aujourd'hui, avec la présence des deux partis démocrates, tout ce qui passe au Parlement, que ce soit les lois et autres, les citoyens sont mieux informés. Ça date de votre participation? Oui, je parle avec l'expérience du Parlement monocolore. Vous comparez la 9e et la 8e? La 8e. Pourquoi vous vous arrêtez aux deux? Oui, parce que la 8e a été une catastrophe. Oui, mais avant la 8e, il y a eu d'autres? Oui, justement, avant ça, tout se passait bien. Mais je parle on parle de 9e maintenant. Et on vous a demandé notre présence, qu'est-ce que ça peut changer. Oui. Donc, je ne peux convaincre avec ce que nous avons connu au niveau de la 8e. Durant les 4 ans, au niveau de la 8e législature, Oui. on ne savait même pas ce qui se passait. Même la loi, je vous donne Comment on ne savait pas? Ceux qui savez, s'intéressaient au sujet? En tant qu'homme politique, il y a des lois qu'on cherchait, les propositions qu'on ne trouvait pas. Même le projet de révision de la 8e? Au niveau de la 8e. Ah. La Constitution, quand la Constitution a été amendée, quand au moins c'est passé au Parlement, ou c'est dit que c'est passé au Parlement, nous avons cherché le document en vain. Vous l'avez finalement eu? On l'a eu après que ça soit promulgué. Après que ça soit promulgué. Or, aujourd'hui, tous les citoyens, tant qu'un document vient déjà, tous les citoyens sont déjà informés. C'est vous qui les mettez sur la place publique? Non, ça devient public. Est-ce que c'est vous qui les mettez sur la place publique? C'est pas vous. Parce que nous avons des députés et nous avons la chance d'avoir ce document. Et aujourd'hui. Non, ce que j'essaie de dire, c'est vos députés qui mettent les documents sur la place publique. Non, c'est pas place publique. Aujourd'hui, les députés, le doyen chargé de contrôle de l'action gouvernementale. Et quand vous allez voir depuis leur arrivée, on a vu, ils sont intervenus sur plusieurs sujets d'intérêt national. Même si le gouvernement, sur plusieurs sujets, refuse de venir répondre. Lequel? Le cas des bases militaires. Je ne voulais pas m'apprésenter. Ça a été introduit quand? Ce sujet, oui. Ça va déjà des mois. Et le gouvernement a refusé nommément de venir vous répondre? Le sujet a été programmé et la session a été reportée. Ça ne fait pas un refus du gouvernement? Non, après ça, il y a eu deux sujets qu'on a programmés. Par exemple, les questions, je ne sais plus si c'est oral ou avec débat, les questions sur l'incendie au niveau de Dassa, le gouvernement a répondu à vos questions. Vous savez. Les députés aussi posé des questions sur la situation des médias. Le gouvernement est venu répondre. Le premier cas que vous avez évoqué, oui. C'est la première question. Okay. La première question introduite par les députés du Parti Les Démocrates, ils se sont installés le 12. L'accident a eu lieu quelques jours avant. Le 29, l'accident a eu lieu le 29 janvier. Oui, le 29 janvier. Et
c'était la première question d'actualité et c'était la première question qui a été présentée. Mais après la réponse, parce qu'il y avait ce dossier, le dossier des conseils communaux, sur la décentralisation. C'est les deux sujets qui ont été programmés. Et c'était des questions d'actualité. Donc, il n'y avait pas de débat. Je vous dis, après ces deux sujets, toutes les questions, c'est vrai, c'est les prérogatives du bureau de l'Assemblée qui sont sans débat, sont suspendus avec débat. Mais il y a plusieurs sujets, plusieurs questions d'actualité ou plusieurs questions écrites qui n'ont pas. Nous avons demandé à notre cellule juridique de faire le point de tous les dossiers déposés, de tous les dossiers traités et de tous les deux jetés au calendrier pour le moment. Donc, ce point, quand on va les publier, pour que le peuple sache ce qui se passe au ce Parlement. Parce que parfois, on a l'impression que le Parlement est le prolongement de l'exécutif. Parfois, on a l'impression. Et il faut que vraiment qu'on puisse arriver à avoir un Parlement qui puisse jouer vraiment son rôle comme prévu dans mais pourquoi vous n'avez pas changé ça si vous êtes convaincu que parfois on a l'impression l'impression on ne peut pas changer parce que le Parlement est le prolongement de l'exécutif? Pourquoi vous n'avez pas changé ça? Parce que pour la nouvelle législature, nous sommes minoritaires. Et nous travaillons pour que, pour la 10e législature, qu'on puisse être majoritaire pour faire changer beaucoup de choses. Exactement. D'accord. On vous a vu vouloir repenser votre stratégie de communication. On a vu plusieurs séminaires là-dessus. En définitive, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que c'est de plus en plus offensif ou beaucoup plus défensif? Qu'est-ce que vous choisissez finalement quand vous avez... Non, nous sommes beaucoup plus sur la phase offensive. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir, depuis un moment, quand le gouvernement a compris que le Parti démocrate est en train de prendre son envol, on nous interdit les réunions dans différentes communes. Et c'est l'occasion pour rappeler aux maires que le service judiciaire déjà, est-ce que certains déjà, quand je prends au niveau de Waké, il y a une plainte qui a été déposée à son encontre. Et les autres qui jouent ce mauvais rôle vont être aussi poursuivis. Ils vont être poursuivis pour abus de fonction. Et s'ils pensent qu'ils ont le soutien du pouvoir exécutif aujourd'hui, qu'ils demain seront seuls à répondre devant. Vous avez déjà déposé des plaintes, vous avez dit. Non, je l'ai dit, c'est pourquoi ceux qui n'ont pas encore fait ne le fassent pas pour ne pas s'exposer comme les autres. Parce que nous sommes tous citoyens de ce pays. Parce que, par exemple, je donne un cas. Le président a dit qu'il voulait faire l'édition de compte à Waké. Le maire a refusé qu'il fasse. Quelques jours après, c'est lui qui fait une tournée sur le président. Nous sommes tous citoyens de ce même pays. Nous sommes un parti régulièrement constitué. Nous avons fait notre déclaration d'appartenance à l'opposition. Nous avons participé aux élections législatives. Nous avons des députés au Parlement. La loi nous autorise à ce que ces députés aillent faire des rééditions de compte aux citoyens. Parce que justement, un député élu, il n'est plus député de la circonscription électorale, il est député de toute la nation. C'est-à-dire qu'un député peut aller dans chacune des communes pour pouvoir faire la réédition de compte. Mais si on nous interdit, on nous refuse de nous réunir. Et en plus, on met en place un code électoral, on oblige ces forces politiques à avoir 20%. Et on nous refuse de nous. Monsieur Azadari, vous revenez incessamment sur le code électoral. C'est pour vous dire. Non, c'est pour vous dire. On vous oblige que vous dites. N'est-ce pas que pour que les partis politiques, puisque c'est l'objectif tel que présenté par les députés, que les formations politiques aient une certaine envergure nationale. Votre parti n'a pas envie d'être national. Non, justement, c'est pas dire pour être national. Mais pourquoi ça vous empêche autant? Non, pourquoi nous empêche de nous réunir? Pour avoir une envergure nationale, il faut rencontrer les militants. D'accord. Leur expliquer votre projet. Pour que les citoyens puissent vous accompagner. Même quand ça vous empêche de vous réunir. Alors le citoyen qui suit vos actualités verra que à certains endroits que vous faites normalement vos éditions de compte, mais dans d'autres, vous n'arrivez pas à les faire. La question logique qu'il veut se poser, c'est comment se fait-il que dans certaines communes, vous le faites facilement,
et dans d'autres, vous le faites difficilement. Est-ce que c'est pas de votre fait? C'est la question logique que le citoyen pourrait vous poser. Non, c'est pas de notre fait, justement. Parce que même si, cette semaine, si vous avez fait des projets qui ont été, je pense, dans la 20e ou, enfin, à Djabere, etc. Non, c'est aujourd'hui. C'est samedi. C'est samedi que vous l'avez. Donc, ça a été, vous avez fait ça sans histoire. Non, attendez. Comment expliquez-vous cela aux citoyens? Je vous explique. Oui. Je donne un exemple simple. Le député de Wassangari Kamel, oui, de la 14e circonscription électorale, a voulu faire une édition qu'on a semaine passée à Tuguntuna. Quand le courrier a été envoyé, le maire de Tuguntuna lui notifie que c'est pas le qui donne le reste, c'est le préfet. On n'a jamais vu. Le préfet donne. On a compris que c'est une volonté de ne pas autoriser. Malheureusement, c'est l'occasion pour moi de présenter encore une fois le condoléances à la famille du ministre Chabi Kwaro. Parce que après avoir reçu le courrier qu'on a appris le décès, la séance a été reportée à une autre date. Et vous voyez, dans plusieurs autres communes à Sakété, on a essuyé les mêmes. Jusque-là, vous ne répondez pas à la question. Non, c'est pour vous dire qu'il y a des maires zélés. Vous mettez ça sur le coup du zèle. Oui, des maires zélés. D'accord. Qui pensent rendre service. Et c'est pourquoi, justement, je disais tout à l'heure, que des maires, on ne doit pas être assis. Il vaut mieux qu'ils comprennent que le Bénin nous appartient tous et que, conformément à la loi, qu'on permette à chaque citoyen de venir rencontrer la population. Parce que demain, ils seront seuls à répondre des actes qu'ils auraient eu à poser aujourd'hui. Le soutien qu'ils ont aujourd'hui ne serait pas derrière. Parce qu'ils auraient enfreint la loi d'eux-mêmes. Vous avez déposé vos plaintes, vous suivez ça certainement et le citoyen saura qui est fautif dans cette affaire de refus de manifester, etc. Nous, en tant que parti les démocrates, respectant les dispositions légales du pays, nous faisons ce que nous avons à faire. D'accord. Alors, parlons maintenant, pour finir, puisque nous avons encore une vingtaine de minutes, des élections de 2026. Les démocrates, M. Wassangari, pensez-vous être l'alternative crédible au régime actuel, concrètement, quand on sait que toutes les réformes que vous contestez aujourd'hui ont été énumérées par votre premier leader, déjà, je vais dire 2011, je vais nommer Boni Aïe. Réforme. C'est pas notre premier leader qui a dit d'amener 20% dans chacune des circonscriptions électorales. La réforme, vous n'allez pas me dire que Boni Aïe a parlé de démocratie Nescafé et a voulu ne cherchez pas à habiller. Non, je n'habille pas. Je pose la question. Non. Monsieur, moi, je n'ai pas ce rôle de poser des questions. Quand le président n'a pas de réforme du système électoral, il n'a pas dit ce qui se fait. Est-ce que le chef de l'État actuel est obligé de procéder exactement que votre leader aurait pu faire? Alors pourquoi vous dites que c'est lui le premier? Non, le principe est la réforme. Tout le monde était conscient. Le principe est la réforme. Je vous donne un exemple. Tout le monde était conscient qu'il faut une réforme. Tout le monde est conscient qu'il faut une réforme. Mais les raisons ou bien l'utilisation faite par ces réformes, c'est ça que nous condamnons le plus. Donc, quand vous condamnez l'utilisation, comment le citoyen est censé comprendre que vous ne condamnez pas la réforme? Je vous donne un exemple simple. Oui. Je prends la réforme sur la charte des partis politiques. Déjà dans la charte de 2023, il est dit expressément qu'un parti qui ne va pas à 2 élections perd son récépissé. On n'a jamais appliqué cette disposition. Mais on est venu, on a dit en 2017 qu'il y a une pléthore de formations politiques. On a dit qu'il faut une nouvelle charte des partis politiques. Quand les élections de 2019 venaient, on nous a sorti, c'est-à-dire les partis se sont mis dans, certains partis étaient en création, d'autres se sont mis dans la mise en conformité à la nouvelle charte politique. C'était le cas justement du parti FCBE où j'étais membre. Mais, in fine, quand il était question de déposer les dossiers, là, on nous a sorti un certificat de conformité qui n'était ni dans la charte des partis politiques, ni dans le code électoral. C'est l'utilisation et c'est sorti par la Cour constitutionnelle. J'ai été au cœur, en tant que conseil juridique du parti FCBE en ce moment. Et j'ai un dossier que j'ai piloté personnellement. J'ai suivi.
Et même le chef d'État l'a reconnu, c'est le parti qui a, en 24 heures, organisé un congrès extraordinaire pour pouvoir se rendre conforme à ce que, après la rencontre à leur niveau, mais avec le ministre. Et vous savez, quand le congrès extraordinaire a été fait et les documents déposés, au palais, le président disait qu'il a donné des leçons faites pour qu'elles soient l'heure, qu'elles soient traitées. Mais on est resté des jours, on n'a plus vu un cas traiter les dossiers. C'est-à-dire que tout était mis en œuvre pour empêcher l'opposition d'aller aux ces élections. On peut aujourd'hui prendre n'importe quelle position on veut, mais c'est ça, c'était les faits. Il faut le comprendre ainsi. On était sûr, si vous étiez l'alternative crédible, quand on sait que vous contestez les réformes appelées de tous les vœux et également une réforme appelée par Yaya Boni. Vous savez, au niveau des... quel soit le gouvernement qui viendrait, et je suis sûr qu'avec le gouvernement du parti, ça serait au niveau du Parti démocrate, des réformes vont être apportées. Mais il n'y a pas ce gouvernement qui va venir sans apporter des réformes sur l'existant. Parce que la vie, c'est quoi? À chaque fois qu'on évolue, il y a d'autres réalités, il y a d'autres évolutions. Je prends le cas des portails que nous avons. Je me rappelle en l'an 2003 qu'il y avait Motorola En tout cas, les portables à touche. Tu sortais, mais aujourd'hui, tu ne peux pas exhiber. Bon, on les exhibe toujours, mais bon. Non, on ne voit même pas. En fait, on ne les voit même plus. On ne les voit même plus. C'est pour dire qu'à chaque moment, il y aura des réformes qui vont exister. Donc, au niveau du Parti démocrate, d'ici un an, quand le pouvoir va être pris, tous les secteurs vont être touchés et des réformes vont être apportées. Mais dans ce cas, c'est pour qu'il y ait plus de bien-être au sein de la population. Et c'est le cas de montrer de ça qu'il y a un grand travail qui se fait auprès des producteurs, des producteurs qui souffrent le martyr aujourd'hui et d'autres couches de la société, les AME, pour permettre de s'assurer que, parce que justement, on a eu la chance d'avoir le président Yahi comme président du parti, qui a été le président à reverser les citoyens dans la fonction publique. Et je pense que tout le gouvernement qui va venir après 2026, c'est un gouvernement qui va quand même permettre de travailler beaucoup plus pour le bien-être des citoyens béninois. Donc, votre alternative à vous, c'est de corriger ce que vous estimez que la rupture a mal fait. Non, on va corriger, pas mieux, on va corriger, on va apporter également des innovations sur beaucoup de secteurs. Parce que justement, vous savez, même ce gouvernement qui est là actuel, dans les propos, ils disent qu'il y a des choses qui corrigent. Vous ne pouvez pas ne pas corriger. Nous allons apporter beaucoup d'innovations pour permettre aux producteurs, aux AME par exemple, d'être quand même des citoyens qui puissent jouir pleinement de leur production. Donc, c'est pas forcément des corrections, mais on va également apporter des solutions pour permettre à chaque citoyen qui travaille de gagner à la sueur de ce qu'il fait. D'accord. Allez, on va finir, Monsieur Wassagari, sur ces derniers éléments. On a vu passer votre alerte sur la vie du président Boni Yahi. Ça vient à quoi concrètement? Quel est le problème? Oui, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je ne veux pas trop représenter parce que ça y va de la sécurité. Mais vous savez, quand vous prenez le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, il dit que tout ancien chef d'État bénéficie d'un statut spécial incluant la liberté de circulation. Nous avons un chef d'État, c'est quelqu'un qui a, consulté le président, il y avait quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 10 ans. Et vous ne pouvez pas le dénier aujourd'hui qu'il y a ces sources de renseignements. Et c'est pas la première fois. On a eu des alertes. On l'a eu, par exemple, lors de la campagne de 2023, où vous devez faire sa première sortie dans le Koufou, ce qui a bloqué la sortie, mais qui, après, et c'est d'ailleurs pourquoi il n'a pas envie de faire sa sortie, et nous avons eu des sources très bien renseignées, il doit faire attention. Donc nous attirons l'attention de la communauté nationale et internationale pour qu'on puisse comprendre que le président Yahi Boni, président du Parti Les Démocrates, ancien chef d'État, doit pouvoir être libre de circuler. C'est la communauté internationale qui va garantir sa sécurité au Bénin? Vous savez, tout ce que nous faisons, nous avons signé des accords avec des instituts au niveau sous-régional et international. Donc la lettre que nous faisons, c'est à l'envers de ces institutions. Et je pense que le président Yahi Boni, c'est quelqu'un qui est serein, qui
sous contrôle beaucoup et qui travaille beaucoup avec les alertes qu'il reçoit. Donc, nous n'allons pas trop faire tout nous appeler sur ça, mais je sais que Dieu est avec lui, le Saint-Esprit est avec lui et que le peuple béninois va continuer à prier pour lui. Oui, Dieu accompagne tous les Béninois. Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que vous avez fait cas de ces situations-là aux juridictions compétentes? Non, je veux dire Procureur, par exemple. Vous, Est-ce que vous avez des informations? Ça date pas. C'est pas la première fois que vous alertez. L'alerte, c'est tout au moins la deuxième. Vous savez où le comporte plein contre X. Oui. C'est ce que la loi dit. Mais vous savez, le Parti Les Démocrates est un parti structuré. Et comme l'information, si on a des affaires, il y a une étape de la déclaration, le service juridique va prendre les dispositions nécessaires qu'il faut, le moment qu'il faut. C'est vous qui vous inquiétez logiquement et normalement, légitimement même, pour la sécurité de votre du président de votre parti qui plus est ancien président. Attendez, vous pensez que c'est l'introduction d'une plainte? Vous pensez que l'introduction d'une plainte qui va protéger le président Yahi? Pourtant, vous avez laissé le Bénin pour aller prendre les institutions internationales. Non, attendez, on a fait une déclaration. Oui. On a appelé la communauté nationale et internationale. C'est pas que nous sommes allés déposer quelque chose là-bas. Oui. On a même vu l'ancien président dire qu'il a saisi le pape pour une affaire dont j'oublie le contenu là tout de suite. Donc, vous saisissez souvent les institutions internationales. Vous savez après combien de temps, vous savez après combien de temps on les saisit? Vous savez tout ce qu'on fait d'abord avant d'aller à cette... Nous, on voit l'acte. Vous ne pouvez pas, le timing au niveau du Parti Les Démocrates, le timing du Parti Les Démocrates. Évidemment. Justement, donc, que ça se fasse aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est en fonction des conclusions de nos conseils juridiques. Donc, c'est pas... Vos conseils juridiques, certainement, dont vous faites j'étais le conseil juridique au niveau des FCBE. Je suis le secrétaire administratif au niveau du Parti Les Démocrates. Je vais faire référence à votre nous avons 3 avocats qui sont membres du truc. Maître Poyon, Maître Fadé, Maître Abadjo. D'accord. À qui le dossier leur a été confié. Alors, moi, je n'ai rien à apprendre à ces noms que vous citez là. Aucun n'a vu l'idée, ou aucun n'a eu l'idée de faire des procédures internes. En fait, c'était là la question. Le dossier est confié au conseil juridique. OK. Donc, la suite, vous les avez parce que, justement, quand une action va être engagée, le mois venu, vous aurez les... Alors, dites-moi, quel est l'intérêt de faire ces alertes-là sans acte matériel juridique? C'est déjà, l'alerte est déjà un acte. Oui, parce que l'alerte, vous savez, reste pas un peu l'alerte peut permettre la victimisation. L'alerte peut permettre chercher à créer une certaine psychose au sein de l'opinion. Vous savez, l'alerte peut permettre de freiner un décès. D'accord. C'est ça d'abord. Quand vous voyez quelqu'un qui veut aller vous voler, dire, et voler là, il peut fuir. Donc l'alerte permet de freiner un décès. Donc nous sommes là. Laisse le problème en état. Ceux qui ont ces intentions, le fait d'alerter, comment que nous savons, et que nous sommes en train de prendre les décisions pour que quand ils vont vouloir commettre l'acte, qu'ils sont des dispositions pour que ça ne puisse pas atteindre leur but. Donc l'alerte permet d'arrêter un décès. D'accord. Si vous en êtes convaincu. Très convaincu. On espère que... C'est pas nous ne taisons pas parti, il va de la vie de notre président du parti. D'accord. Bon. Sinon, pour l'heure, on l'a vu au lancement du livre de l'ancien président de la République. Il a circulé librement, normalement, sans histoire, M. Ouassangari. Oui. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Même des citoyens qui ont passé par des coups foireux, un moment, ils ont circulé. C'est le jour où le mal se fait. On dit, voilà ce qui s'est passé. Mais je pense qu'à la gare, on ne va pas y arriver là. Parce que la lettre déjà va freiner. Allez, nous allons conclure nos échanges, M. Ouassangari. Je vous laisse quelques minutes. Non, merci beaucoup à ETélé. Je pense que dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours penser au Bénin. C'est le seul pays qui nous réunit, que ce soit mouvancier, opposant, qu'on soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que chaque citoyen là où se trouve doit pouvoir poser les actes pour que les moments où peuvent naître des tensions, comme l'organisation des élections, qu'on puisse poser des actes pour que tout soit apaisé.
Parce que, en dépit de tout, il n'y a que le Bénin qui nous rassemble. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vais demander à toutes les forces politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, de commencer par poser des actes et de ne pas réfléchir à toute action qu'on peut faire pour avoir des élections libres, transparentes et apaisées. De ne pas penser que c'est l'opposition qui demande quelque chose pour taper son ego. Non. De voir ce qui est demandé, et ça permet d'avoir des élections libres et transparentes. Parce que on a connu des pays où, justement, c'est par là que le pire est venu. Le Bénin, c'est un pays béni. On ne veut pas que ces genre de situations arrivent. Et quel que soit notre bord, je le répète, il faut penser au Bénin. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter bonne chance au comité de pilotage qui travaille sur le du fichier électoral. Et également, ce que l'ANIP puisse, le mois venu, travailler à ce qu'on ait des listes électorales là, solides, transparentes et équitables, et que les forces politiques de l'opposition, au cours de leur rassemblement, qui comprennent que nous devons éviter de créer des situations dommageables. Et c'est pourquoi c'est l'occasion pour demander aux maires de libérer les citoyens qui veulent vraiment faire les redditions de comptes ou bien faire des regroupements, parce que le pays, quel que soit nous sommes, nous devons pouvoir travailler pour son bien-être. Et je pense que la presse va également nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, je pense que la presse doit pouvoir jouer sa contribution pour nous permettre d'avoir un Bénin plus grand, plus prospère et plus à même de défendre les positions de la sous-région. Voilà ce que je peux dire. Je veux dire que l'audio aura les résultats dans 45 jours, c'est ça? Oui, nous sommes tous à l'écoute du comité de pilotage et je pense qu'un rapport va être déposé en bonne et due à qui de droit. Et c'est profiter de l'occasion pour rappeler aux partis politiques de la mouvance de faire comme leur chef et d'accompagner le processus. Parce que, in fine, c'est un instrument qui va permettre d'avoir une liste électorale transparente et qui va être utilisée par toutes les parties. Voilà. Merci à vous, Monsieur Kamau Sangare. Je rappelle que vous êtes juriste et secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Avec vous, nous avons parlé de cet audit du fichier électoral puisque l'initiative vient du parti Les Démocrates qui a, avec d'autres formations politiques, mis en place un cadre de concertation de l'opposition, d'où est sorti ce comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, audit que le gouvernement a accepté en attribuant près de 160 millions de francs CFA. Nous sommes revenus sur ce fichier électoral que le comité veut auditer. N'est-ce pas une perte de temps, d'autant plus que la liste électorale est l'outil qui va nous conduire ou qui va servir aux élections. Vous estimez au Parti des démocrates qu'il est important d'auditer le fichier électoral, d'autant plus qu'il y a eu des situations confuses et des confusions en 2023. Donc, partir de cette base de données, la purer et afin que l'extraction de la liste soit plus facile, c'est votre conviction. Et cela est différent de l'audit participatif, d'autant plus que une base de données fiable, c'est-à-dire le fichier électoral après l'extraction, le citoyen fera normalement ces contrôles. Et le défi, vous l'avez rappelé, pour tous les partis politiques, reste toujours cette sensibilisation des citoyens à aller contrôler les informations électorales afin que la liste électorale soit réellement utile, sans oublier ce travail de tout un chacun de nous, de la déclaration des décès, etc. Alors, en dehors du fichier électoral que compte auditer le comité de pilotage mis en place par le cadre de concertation, nous avons parlé de la formation des démocrates, concrètement, leur action ou leur revendication, d'autant plus que Patrice Talon a été clair. Il ne faudrait pas que ce dit soit un prétexte pour remettre sur tapis les contestations politiques
eh bien, au Parti Les Démocrates, le chef de l'État a dit pour lui, mais dans cette formation politique, on va continuer à réclamer que le code électoral soit relu parce que ça favorise plutôt que d'autres, c'est leur conviction et également leur contribution, la contribution de leurs députés à l'Assemblée nationale. On est revenu là-dessus et on a fini, mesdames et messieurs, sur leur dernière alerte sur la situation du président de leur parti politique. Pour eux, ils sont convaincus que quelqu'un en veut à Yahya Boni, mais qui, on n'a pas pu le dire. Ont-ils porté plainte contre X? Ils ont dit non, ils ont préféré alerter l'opinion internationale parce que convaincus que la lettre peut déjà être un bon élément pour faire taire tout cela. Allez, Monsieur Wassangari, je pense que j'ai résumé nos 88 minutes d'échange. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin l'entretien de Dimanche politique que nous vous remercions d'avoir suivi, que vous pouvez retrouver toujours pour ceux-là qui nous ont pris au vol. C'est disponible sur une plateforme numérique, notre site internet de www.etelebénin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et télécharger l'application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement, surtout en activant la clochette de la notification ETélé avec vous pour vous.